il faut absolument remonter les tarifs pour qu'il y ait une neutralité pour le consommateur entre consommer ce qui est produit chez lui et acheter ce qui est importé. Sinon, il y aura toujours une incitation à importer plutôt que de consommer ce qui est produit chez nous. On est à 0,5, 10 et 20%. Et donc, il faudrait les remonter à combien? Bon, dans le cadre des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, le Nigeria avait proposé 50%. Pour l'instant, on est à 35%. Mais il y a aussi les barrières non tarifaires qui nous bloquent. Les normes sanitaires, les normes phytosanitaires, les normes environnementales. Et là, il faut que l'Afrique se protège. Parce que l'Afrique rend au monde beaucoup de services écosystémiques. Le bassin du Congo, par exemple. C'est ce que vous appelez les biens communs. Les biens communs. Ce sont des biens qui, s'ils ne sont pas régulés, risquent de disparaître. Donc fleuves, montagnes, plaines. Exactement. Tout ce qui fonde, au fond, le bien-être des Africains. Il faut protéger cela. Sinon, nous sommes la proie de la prédation du reste du monde. On les protège de qui et de quoi? On les protège de tout ce qui est extraction non maîtrisée. Et on voit bien sûr, on voit bien nos matières premières qui sont exploitées sans transformation sur place, qui sont exportées, ce qui fait que on a des PIB qui ne veulent pas dire grand-chose parce qu'il n'y a pas les créations d'emplois qui devraient aller avec. Et puis, on a des formes de pollution extraordinaires et on importe beaucoup de produits qui ne sont pas très sains au final, puisque nous sommes au fond une sorte de dépotoir pour le reste du monde. À l'époque, il y a eu un rapport qui avait fait couler beaucoup d'encre qui demandait qu'on envoie en Afrique les déchets. Ça a été le rapport de Larry Summers, l'anneau toxique. Donc on sort du marché? Non, on fait comme ce que préconisait l'économiste égyptien Samir Amin, on se déconnecte. Donc ce n'est pas l'autarcie, mais c'est la capacité en fait à créer de l'activité chez nous, en Afrique, et à commercer avec le reste du monde une fois qu'on a des filières qui sont suffisamment compétitives. Ce qui fait que le dialogue doit être permanent, mais on ne doit pas être la seule région du monde qui n'arrive pas à donner du travail à 100 milliards, 300 millions d'habitants. Et c'est quand même quelque chose d'important. Donc, fausse générosité lorsque l'Union européenne importe du cacao, du café en franchise de droit quand ça vient d'Afrique. En fait, l'Afrique se tire une balle dans le pied. Ah oui, complètement. Je pense qu'il faut arrêter ce type d'accord. Parce que ce sont des accords qui sont léonins pour l'Afrique. Qui remontent aux années 72, hein. Lomé, Cotonou, etc. Bien sûr. Et ils continuent. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, ce qui fondait les accords Union européenne ACP, c'est que la différence de développement devait se traduire par une différence d'obligation entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais les réformes successives font que ce principe ne tient plus. Or, ce que moi j'observe, c'est que l'Afrique a aujourd'hui 650 millions d'hectares arables. De terres arables? Oui, non cultivées. Ah ouais, non exploitées encore. Voilà, avec 1,3 milliard d'habitants. Donc l'Afrique peut être la puissance agricole du monde. Pas seulement se nourrir, mais nourrir le reste du monde. Et donc, avec un tel potentiel, je ne comprends pas qu'on perde des heures et des heures, ou même des années, à essayer de négocier des accords qui ne vont rien nous apporter au final. Parce que la valeur ajoutée ne reste pas en Afrique. Nous avons le travail, nous avons la terre, les capitaux, pour peu qu'on les gère bien, on va les garder en Afrique, parce que là, ils fuient, les capitaux. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on ne s'en sort pas. Kakonobubko, quand vous dites « je ne comprends pas », vous vous adressez aux partenaires de l'Afrique ou vous vous adressez aux Africains eux-mêmes, aux dirigeants eux-mêmes? Les deux. Les deux. Vous savez que pendant longtemps, mon mot d'ordre a été la lutte contre la servitude volontaire. C'est parce que je trouve que l'élite africaine est trop extravertie. Elle pense que c'est le reste du monde qui va régler ses problèmes. C'est faux. Historiquement, les nations se sont développées en s'appuyant sur leurs forces endogènes. Et puis, je parle au reste du monde parce que
si l'Afrique échoue, elle va entraîner le reste du monde dans sa chute. Ça c'est quelque chose que tout le monde doit avoir en tête. Il n'y a pas aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, possibilité pour un continent de dériver sans que les autres n'en fassent les frais. Les forces de l'Afrique, vous en parlez dans votre livre, vous dites qu'elles se sont révélées à l'occasion de la pandémie de Covid, où le monde entier s'est refermé, s'est confiné, et que l'Afrique a dû faire face à ses propres forces. Oui, tout à fait, parce que la population africaine est jeune. 40% de la population a moins de 15 ans. Or, on sait que cette pandémie a touché surtout les personnes âgées. Et l'Afrique a été touchée, 5%, alors qu'elle représente 17% de la population mondiale. Et on a constaté aussi le développement des circuits courts, et puis fondés sur l'agriculture maraîchère. Voilà. Et donc, on a trouvé, au fond, les ressorts d'une résilience africaine que très peu de gens soupçonnaient, y compris les Africains. Et on capitalise là-dessus ou pas alors? On devrait. C'est l'objectif, justement, de l'ouvrage. D'accord. C'est attirer l'attention sur le fait que la solution africaine, c'est une solution qui est d'abord endogène, mais en même temps, c'est une solution pour la planète. Alors donc, vous le dites à plusieurs reprises dans le livre, vous êtes contre le libre-échange, mais vous êtes pour le juste échange. La création de la ZLECAf, donc cette zone sur l'ensemble de l'Afrique qui serait une zone de libre-échange, c'est un bon point? Oui, l'idée de la zone de libre-échange continentale africaine renvoie à l'idée du panafricanisme. Donc, en soi, le principe est bon. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre sur le même marché de grandes économies comme celle de l'Égypte et de petites économies comme celle de la Gambie. Et donc, ce que je disais tout à l'heure pour la relation Afrique-Reste du monde est valable entre nous, Africains. C'est-à-dire que le principe qui fait marcher ce type d'arrangement institutionnel, c'est la solidarité. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que les agriculteurs les moins productifs puissent augmenter leur capacité? Et donc, quels sont les ressorts, au fond, de la solidarité budgétaire? Quels sont les transferts qu'on veut faire? Donc, ce que je nous reproche, c'est de mettre sur un plan technique des questions qui sont éminemment politiques, qui renvoient au vivre ensemble, qui renvoient au contrat social. Et tant que nous, Africains, nous n'allons pas nous asseoir pour discuter à propos de notre vision, à propos des modalités de notre gouvernance, à propos des modalités du suivi et évaluation de nos performances, nous allons nous retrouver tous les 50 ans, demander au reste du monde de nous aider. Dernière question qu'a connue Bubko, est-ce que quand même vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste parce que l'Europe a eu pendant quelques siècles le monopole de la planète. Il faut savoir qu'entre 1850 et 1930, l'Europe a pu exporter 60 millions de personnes dans le reste du monde. Et nous n'avons pas ce potentiel. Et donc, c'est le marché intérieur qui va être le tracteur de la croissance africaine. Merci beaucoup, Kakonou Bubko, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et évidemment sur nos podcasts. Au revoir. Si bien devant mon programme, avec mon Gaudin. Depuis 1840, les poêles Gaudin apportent chaleur et confort à votre intérieur. Gaudin, spécialiste des poêles à bois et à granulés.